Le pouvoir final de One Piece se dévoile officiellement dans ce chapitre et ira même jusqu'à confirmer la théorie que le Haki est la clé pour vaincre les chevaliers divins. Ce chapitre 1148, bien que court et assez peu palpitant, se termine en fanfare après que Gaban apparaisse face à Summers en lui coupant le bras sans que ce dernier ne puisse se régénérer. Alors dans cette review, nous allons analyser tous les secrets et mystères de ce chapitre pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer dans les futurs de One Piece. Lors de la dernière review, je vous avais demandé de poser vos questions pour en faire une grosse vidéo et c'était vraiment trop bien, je vous conseille d'aller voir la vidéo en question. Vu qu'il y a une nouvelle pause la semaine prochaine, si j'arrive à avoir un peu de temps, j'aimerais refaire une autre vidéo dans ce style, alors allez-y, encore une fois, spammez, posez toutes les questions que vous voulez. En tout cas, n'oubliez pas, ce soir, review du chapitre en live sur Twitch. Dans la semaine, on va aussi se faire des live réactions d'épisodes et même des jeux, donc rejoignez la chaîne ainsi que la chaîne secondaire pour voir toutes les rediffs. C'est bon, on peut commencer cette review, alors préparez-vous bien et c'est parti. L'ultime dilemme d'Elbaf a enfin lieu, sauver la vie de Ronja, une enfant que les chevaliers divins s'apprêtent à sacrifier, ou conserver les dernières traces de l'histoire de leur monde. Je dois avouer que même si les protagonistes de One Piece ont eu affaire à des choix pas franchement faciles tout le long de leur aventure, celui-ci est d'une atrocité qui sied parfaitement aux chevaliers divins. Il est normal de choisir la vie plutôt que des livres. Yarul a franchement fait le bon choix en voulant sauver la gamine. Mais derrière cette évidence se cachent quand même des millénaires entiers de souffrance pour que le savoir qu'ils conservent aujourd'hui vienne à eux. Personne n'a pu rester insensible aux événements d'Ohara, que vous soyez porté sur l'importance de l'histoire ou non. Le massacre d'innocents, cherchant simplement à découvrir leur passé dans l'annihilation de leur pays, était une tragédie à la fois pour les lecteurs mais aussi pour les personnages de One Piece soucieux de la vérité. Clover nous aura d'ailleurs appris une très belle leçon à ce sujet. L'histoire appartient à toute l'humanité, nul n'a le droit d'empêcher quiconque de faire la lumière sur une période obscure de notre passé. Quoi qu'il se soit passé, nous devons assumer cette histoire sans porter la responsabilité des actes des anciens. C'est justement en connaissant le meilleur et le pire de l'humanité que nous sommes en mesure d'éviter les mêmes erreurs. Encore une fois, c'est ce que Clover déclarera au gouvernement mondial et c'est ce qui fait véritablement comprendre l'importance du dilemme d'Elbaf d'aujourd'hui. Sauver le futur en sauvant un enfant ou préserver le passé pour qu'il ne se reproduise plus jamais. Pour l'instant, Oda garde vraiment très bien le mystère de son histoire. One Piece n'est pas forcément l'odyssée de Luffy à devenir le roi des pirates, mais plutôt le récit de l'homme qui un jour permettra aux erreurs du passé de ne plus jamais se répéter. C'est en comprenant ça que tu comprends aussi à quel point la période du siècle oublié et même celle d'avant est primordiale pour la fin de One Piece. One Piece n'est pas un shonen destinant le héros à sauver le monde, mais plutôt à mettre un terme au chaos du passé et à en préserver le futur. Donc la destruction d'Ohara, miraculeusement sauvée par Zoro mais de nouveau menacée par les chevaliers divins aujourd'hui, est purement et strictement une catastrophe mondiale, une catastrophe humaine et historique si elle venait à arriver, car elle ne ferait que conforter le cycle de chaos dans lequel le monde se trouve, empêchant toute porte de sortie. Et effectivement, comme je l'ai dit, l'histoire est la somme de sacrifices humains permanents depuis des centaines voire des milliers d'années. Les scientifiques et les savants se sont opposés au monde pour que ces bouquins arrivent aujourd'hui entre les mains de Robin, de Zoro et de la civilisation d'Elbaf. La vie humaine n'est définitivement pas à mettre de côté, mais dans ce cas-là, l'histoire détenue sur Elbaf non plus, expliquant la difficulté d'un tel choix. Et c'est pour ça que je viens de réaliser que dans le futur de One Piece, les livres n'existeront plus, ils n'auront plus jamais à exister. L'ancien royaume a bien compris, graver l'histoire sur les poneglyphes leur a permis de traverser les temps, les époques, car ils savaient que leur ennemi tenterait par tous les moyens d'effacer le passé. C'est grâce aux poneglyphes que nous allons découvrir l'histoire oubliée, mais par la suite, et pour permettre à tous et à toutes d'avoir accès à ce savoir, je ne vois qu'un seul moyen. Ce moyen, c'est Vegapunk. Vegapunk a comme rêve de trouver une énergie illimitée, certes, mais aussi de faire du punk record un moyen qui permettra à terme à tous et à toutes d'accéder à une immense base de données partout dans le monde. Une base de données qui, outre le piratage peut-être, ne sera jamais sujet à une extinction quelconque, mais surtout une base de données qui permettra à tout le monde de connaître l'histoire et de la faire perdurer dans le temps. D'ici la fin de One Piece, les livres disparaîtront et feront place à une bibliothèque numérique qui, bien qu'elle aura sûrement toujours un point faible, sera plus difficilement effaçable que ne le sont des bouquins en papier sensibles à l'eau et au feu. Le devoir de mémoire restera toujours autant important, mais il est évident que les créations de Vegapunk suivront la même doctrine que celle de Clover. La connaissance et le savoir sont le pouvoir, non pas de dominer, mais le pouvoir de vivre et d'évoluer quelles que soient les erreurs du passé. Voilà donc premier aparté sur ce sujet, mais il est compréhensible que ce soit un vrai problème, une vraie
question dans cette histoire de vie et de sacrifice. Heureusement, Yarul fera le choix le plus moral et correct qu'il y avait à faire en sauvant la petite. Heureusement, il y a quand même l'autre option, celle de passer à l'action, et Robin est parfaitement prête à stopper la folie de Summers. Pendant qu'elle libère ou du moins essaye de libérer les Mugiwara, Robin utilise un clone pour attaquer Summers et le projeter dans le vide en vain, et lui tordre le cou et le dos, ça aussi en vain. Zoro a bien raison, ils sont immortels et il n'y a presque rien à faire. Bon, alors vraiment, trop stylé Robin, hein, l'utilisation de son fruit du démon toujours exceptionnelle, au point où j'en avais oublié que lorsqu'elle fait son clone, elle ne subit pas les dégâts qui lui sont infligés. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment une faiblesse qui lui est totalement annulée. Mais finalement, celui qui encore une fois brille le plus, c'est Summers dans ce chapitre. Enfin, en vrai, j'aime pas forcément le personnage, je trouve ses dialogues et ses réactions assez surprenantes pour un chevalier divin, ce qui n'est pas forcément désagréable, mais bon, en lui-même, bof. Hein. Honnêtement, les chevaliers divins en eux-mêmes ne m'ont pas non plus transcendé, à part, on va dire, Shamrock avec le lien qu'il a avec Shanks. Ok. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'Oda a fait dans ce chapitre avec Summers. Il a fait survivre aux attaques de Robin, prouvant qu'ils sont capables de se régénérer, d'accord, mais qu'ils sont littéralement impossibles à tuer, même quand leur corps n'est pas coupé. Aucun choc ou traumatisme ne peut en venir à bout, donc même au fond de l'océan, il n'arriverait peut-être même pas à se noyer. C'est fort quand même. C'est pourquoi on va arriver au sujet bouillant de ce chapitre, l'apparition de Gaban face à Summers. Profitez-en hein, pour vous abonner et lâcher un petit like au passage, ça fait de mal à personne, merci beaucoup les bros. En effet, le dévoreur de montagne apparaît de nulle part et tranche la main de Summers qui, étonnamment, ne repousse pas cette fois-ci. Il y a pas mal de choses à dire, vous vous en doutez. Déjà, Gaban et Summers se connaissent, Summers le reconnaît, mais Gaban dit surtout que ça fait un bail, donc bon, vous avez pigé. Dans les 2 dernières reviews, je vous avais déjà dit que Gaban sait à qui il a affaire puisqu'il est connaîtrait de l'époque de Roger, notamment de l'époque God Valley, où des chevaliers divins étaient déjà présents. Je vous disais également que le Haki des rois était la clé pour contrer l'invulnérabilité des chevaliers divins et que Gaban apparaîtra face à Summers pour nous le prouver. J'ai la sensation que ce chapitre me donne raison, mais faut-il encore expliquer quelques petites choses. Tout d'abord, c'est logique de trouver une solution à ce problème ici sur Elbaf, mais surtout à travers Gaban. Depuis le début de cet arc, je vous spamme avec la possible ellipse d'entraînement qui pourrait avoir lieu ici, précisément pour permettre aux Mugiwara de surpasser le Gorosei et leur régénération. J'ai fait une grosse vidéo à ce sujet que vous pouvez checker si vous l'avez pas encore fait. L'apparition de Gaban n'a fait aussi que conforter ce nouveau palier à franchir, car il représente le Rayleigh pré-ellipse. Il apparaît non pas pour apprendre le Haki, mais pour révéler le niveau supérieur du Haki pour vaincre les chevaliers divins. Ça aussi, c'est ce que je vous avais dit dans mes précédentes reviews. Mieux vaut que les Mugiwara apprennent comment les combattre grâce à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, plutôt que de découvrir un power-up venu de nulle part, chose qui peut parfois être reprochée justement au shonen ou même à One Piece en général. Ensuite, il y a donc le problème du Haki. Je dis que c'est un problème, car même si vous êtes globalement, je trouve, assez d'accord avec cette théorie, certains émettent des réticences prétextant que oh, c'est bon, le scénario du Haki pour vaincre un personnage, c'est assez vu, surtout après le combat contre Kaido, que en gros ça devient un petit peu relou et redondant. Pour le coup, je suis strictement pas d'accord, et c'est pas parce que je vous en parle depuis plusieurs semaines ou quoi, non, mais véritablement parce que la suite logique de l'évolution des personnages se déroule au niveau du Haki, et ça ne fera que continuer jusqu'à la fin, au point où je pense qu'à la fin, Luffy perdra son fruit du démon pour combattre Barbe Noire avec son Haki. Je surclasse le Haki à ce point-là. En fait, si je le fais, c'est parce que le Haki est la clé de tout depuis le tout début, tout en étant le remède aux principaux maux de One Piece, les fruits du démon. Les fruits du démon sont affreusement puissants, ils sont contre nature, et autre que la puissance de la mer sous la forme du granit marin, la seule chose qui peut le contrer, c'est le Haki. Je pense pas qu'Oda ait fait ça par hasard, je pense pas qu'il ait rajouté ce pouvoir juste pour faire du volume dans les combats et capacités de son œuvre. One Piece a quand même une sacrée dimension spirituelle, mine de rien, et le Haki, comme vous le savez, c'est la retranscription de la volonté d'une personne. Est-ce que vous vous rendez compte un peu ou pas? La volonté, c'est le symbole principal de One Piece, le symbole de Luffy, c'est carrément une particularité propre aux dits, avec la volonté des dits. Comment après ça, le pouvoir alimenté par cette même volonté qui régit le scénario et l'histoire de tout le manga ne pourrait pas apparaître au tout premier plan? L'exemple de Kaido est effectivement très bon. Il a fallu un nouveau Haki et une nouvelle utilisation pour le vaincre. Bah oui, mais ça clarifie totalement de ce qu'Oda veut faire de ce pouvoir. Kaido était invincible, il était considéré comme monstrueux même parmi ses pairs. Pourtant, ce n'est qu'en dévoilant une nouvelle forme de Haki et une nouvelle utilisation qu'on a pu en venir à bout. C'est la preuve que fruit du démon ou pas, Gear 5 ou non, Luffy n'aurait sûrement jamais pu vaincre Kaido s'il n'avait pas utilisé le Haki, prouvant la nouvelle étape de pouvoir après l'éveil de fruit du démon avec l'éveil du Haki. Bon, et là du coup, nous y sommes, et pourquoi c'est d'autant plus intéressant cette histoire de Haki, là maintenant, c'est que le problème en face n'est même plus les fruits du démon, c'est un pouvoir mystique inconnu, jamais vu et étendu à un ordre de guerriers divins. Un pouvoir qui est pour l'instant suspecté de venir d'Imu, mais justement, fruit du démon ou pas, on n'en sait rien. Donc, qu'est-ce qui pourrait représenter la clé pour en venir à bout ?
Encore une fois, les fruits du démon, c'est impossible, c'est trop individualiste. Et à part celui de Luffy, aucun n'a le background historique pour combattre le gouvernement. Et puis comme je l'ai dit, les fruits du démon représentent un fléau dans One Piece, accordant des pouvoirs trop puissants à des hommes néfastes et au sujet et aux projets diaboliques. Les fruits du démon auront plutôt tendance à disparaître d'ici la fin de One Piece pour créer un monde sans que ces aberrations ne puissent continuer à nuire à la paix en place. Alors quoi d'autre comme pouvoir? Le granit marin? Le granit marin pourrait-il être une solution pour combattre le gouvernement? Ouais, pourquoi pas. Dans un sens, ils sont eux aussi des aberrations de la nature que la mer pourrait rejeter. Pourtant, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Le granit marin a perdu de ses effets au fil de l'œuvre. Au début de l'aventure, Luffy ne pouvait à peine toucher des barreaux en granit marin avant de quasiment s'évanouir, alors que maintenant, il passe des journées entières à travailler à la mine d'Udon avec des menottes en granit marin, bridant sa force certes, mais ne l'empêchant pas pour autant de combattre. Loki en est aussi l'exemple mais absolument parfait. Ses menottes sont en granit, il ne peut plus utiliser son fruit du démon s'il en a un, mais il n'en reste pas affaibli comme ce que le granit était censé faire. Donc non, je pense pas que le granit soit le secret pour vaincre le Gorosei, les chevaliers divins ou qu'importe, même si ça reste une piste totalement valable. Pour moi, on y revient, mais il n'y a plus que le Haki. Le Haki représente la même annulation des pouvoirs démoniaques que le granit, tout en possédant une intensité bien supérieure, une puissance capable d'être décuplée avec l'entraînement et surtout avec l'ambition de son utilisateur. C'est un pouvoir pur, possédé par tout le monde, qui se dévoile véritablement dans ses formes les plus avancées chez les élus et ceux ayant l'esprit d'un roi. Voilà pourquoi je vois une explication logique à ce que le Haki soit la capacité ultime pour combattre le gouvernement mondial, et d'autant plus pourquoi Gaban est celui qui va porter cette solution à nos héros. Nous découvrirons sûrement les secrets de Gaban dans le prochain chapitre, maintenant que le combat a officiellement commencé, et justement il y a un point que j'ai remarqué chez Gaban dans ce chapitre et dans les précédents qui pourrait être intéressant à analyser ou du moins à relever. Gaban a toujours utilisé deux haches. Du flashback de Baggy au tout début de One Piece, au chapitre 1140 face à Zoro et Luffy, il combattait toujours avec ses deux armes. Sauf que voilà, dans ses dernières apparitions, Gaban n'attaquait qu'avec une seule hache. Au chapitre 1145, il avait bien une deuxième hache dans le dos, mais aujourd'hui encore, dans son attaque contre Sommers, il ne l'a fait qu'avec une seule de ses armes. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que tout comme Zoro qui peut adapter son style de combat à plusieurs situations, Gaban fait de même, et si le Haki est bien la clé pour contrecarrer la régénération du gouvernement, il faut concentrer absolument tout son Haki dans un point précis pour y parvenir. Gaban le ferait avec une seule de ses haches, pas les deux, pour optimiser l'utilisation de son Haki, en particulier contre des monstres pareils. Attention quand même, il y a des erreurs dans ce chapitre, il peut encore y en avoir, vous avez dû remarquer la plus grosse d'entre elles. À la fin du chapitre, Gaban coupe le bras droit de Sommers, alors que la case du dessus montre que c'est le bras gauche. Donc si ça se trouve, les haches de Gaban ne sont pas parfaitement représentées, et c'est une nouvelle erreur. Bon, et sinon, que dire de plus, parce que là, vu la longueur du chapitre et ce qu'il y avait dedans, la vidéo pourrait s'arrêter ici et ça serait déjà suffisant. Gaban s'occupe de Sommers comme prévu, ok, maintenant il faut s'occuper de Gunko, et vite. Je pense toujours que ce sera Robin qui le fera, toutefois Gunko semble aux côtés des enfants géants, assez éloigné de là où elle se trouve. Donc je pose ça là, mais le prochain chapitre signerait enfin la réapparition du groupe de Luffy et de Loki. La petite Ronja va effectivement être poussée dans le vide, mais sera sauvée grâce à l'apparition de ce groupe. Il est d'ailleurs plus que probable que ce soit Loki qui la sauve, permettant de redorer l'image du prince maudit. Loki sera également celui qui pourrait affronter Gunko, puisque c'est en partie elle qui l'a mise dans cet état, c'est elle qui l'a provoqué et insulté, mais maintenant qu'il est libéré, je ne donne pas cher de sa peau. L'actuel bordel sur Elbaf est en réalité le meilleur moyen pour mettre Loki en avant, pour le réintégrer parmi les géants. Il va pouvoir se distinguer, il va pouvoir protéger son pays, mais surtout protéger le futur, protéger les enfants. Ronja en particulier a l'air d'être bien plus compréhensible que ne le seraient les adultes. Son innocence lui permettrait de voir la vraie nature de Loki et finalement de le trouver pas aussi méchant que ce qu'on dit. Un scénario ma foi assez simple mais surtout très efficace pour réintroduire le prince maudit dès le prochain chapitre. Bon vu qu'on a plus grand chose à se dire, on va en profiter pour répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur ce chapitre avant de tranquillement finir cette vidéo, et c'est parti. Est-ce que tu penses que Gaban va démarrer tous les chevaliers divins ou plutôt mourir ou être kidnappé dans cet arc? En vrai moi ni l'un ni l'autre, vu la difficulté qu'a Oda à tuer ses persos, je serais vraiment, mais alors vraiment sur le cul qu'il tue Gaban alors qu'il vient tout juste d'être introduit, mais surtout pourquoi garder Gaban jusqu'à un arc aussi avancé qu'Elbaf pour finalement le tuer face à des personnages qui ne représentent pas un si grand danger que ça pour lui. L'idée du kidnapping est plus d'actualité, mais là encore, pourquoi ils n'ont pas cherché à kidnapper Rayleigh, tout simplement car des mecs comme eux doivent être soit évités, soit être tués. Un kidnapping c'est vraiment pour pouvoir les utiliser quand il faut, et là Gaban ne me semble d'être aucune utilité. Sauf s'il possède un secret ou une connaissance précise que le gouvernement veut découvrir, ce qui devient tout de suite plus crédible, par exemple l'œuf de Roger, les armes antiques, le dernier Rod Poneglyph. Ce sont des mystères intimement reliés à l'équipage de Roger et son voyage final sur Laftel. Si Gaban est bien l'homme à la cicatrice de feu, il peut représenter un intérêt pour eux, oui effectivement. Mais sinon
sinon non, je pense que Gaban ne craint rien, ce sont les plus faibles qui sont les cibles, comme les enfants, pas les monstres comme l'équipage de Roger là qui coupe des bras avant même qu'on s'en aperçoive. Que penses-tu de l'arc d'Elbaf jusqu'à présent? Es-tu déçu? Moi, en toute sincérité, j'adore Elbaf. J'étais un peu sceptique les 2-3 premiers chapitres parce que voilà, je cernais pas encore là où Oda voulait aller, mais à partir de là, ça a été un kiff chaque semaine. En fait, ce qui me freine plutôt que de me décevoir, c'est ce genre de chapitre-là, et comme les 2 autres derniers. On sait pas pourquoi, mais le rythme devient terriblement lent, d'un seul coup, alors qu'on était dans une dynamique de fou furieux pendant 4 mois complets. Moi, en tant que simple lecteur, j'ai l'impression que depuis le chapitre 1146, tout pouvait presque tenir en un seul chapitre, tu vois. Ça fait que depuis bien plus d'un mois, en comptant les pauses, l'histoire donne pas trop l'impression d'avancer, alors qu'il y a quelques chapitres à peine, tout allait extrêmement vite. En gros, j'ai pas de mal à ce qu'il y ait des chapitres plus calmes, des chapitres qui servent de transition, des chapitres qui introduisent. On a bien compris comment ça fonctionne avec One Piece, ok. Mais j'avoue que quand on est à fond dans l'histoire, Loki, bam, la fresque d'Elbaf, Shamrock et tout, Scopper Gaban, et que là, pendant 2 mois quasiment, il se passe plus grand chose, ça fait un peu chier. Comme d'hab, en tome, ça sera beaucoup plus agréable, aucun doute là-dessus, mais là, toutes les semaines, Dieu que c'est long. Yo le bro, la forme, j'espère, la forme est mon ref. À ton avis, les Chevaliers Divins connaissent les pirates de Roger de nom ou bien ils se sont déjà affrontés? Alors, je suis assez étonné que vous m'ayez autant posé cette question alors que la réponse ne demande pas une analyse exceptionnelle de One Piece. Oui, ils se connaissent très probablement de nom et ils se sont aussi probablement affrontés. Comme le disait Loki, il n'y a pas longtemps, s'il avait eu affaire aux Chevaliers Divins pendant sa période de piraterie, alors il se serait rapproché du titre de roi du monde. Ce qui signifie en quelques mots que les Chevaliers Divins ne sortent jamais, n'apparaissent jamais, mais quand ils le font, c'est que l'ordre mondial s'apprête à être chamboulé par des personnes aussi importantes que des Roger, des Chebek, etc. On disait déjà ça du Cypher Paul sur Dressrosa, là c'est vraiment le cas pour les Chevaliers Divins. Donc je vous laisse deviner que quand Roger et son équipage ont été les seuls à aller sur Lodestar, Laftel, qu'ils ont combattu God Valley et affronté Chebek, oui, il est parfaitement logique qu'ils aient eu à rencontrer les Chevaliers Divins à un moment ou l'autre. D'ailleurs, Chebek aussi a sûrement dû les rencontrer, et vous savez quoi, je me demande même si sur God Valley, Chebek n'en a pas tué quelques-uns là de Chevaliers Divins présents sur place. Écoutez-moi, si le Haki des Rois est vraiment la source pour combattre ces types, je pense que Chebek avait absolument tout ce qu'il faut pour le faire. Un monstre qui demande l'alliance de Roger et Garp pour en venir à bout, un monstre que Kaido lui-même estime au plus haut niveau, j'ai zéro doute sur le fait que tout le monde le craignait, Chevaliers Divins compris, et qu'ils aient fait des ravages dans leur groupe sur God Valley. C'est peut-être pour ça que Gunko paraît plus jeune que les Chevaliers Divins normaux, ou encore qu'il voulait recruter Loki. Depuis l'époque de God Valley, il leur en manque parce que nombre d'entre eux sont morts face à Chebek. J'aime bien cette théorie, donc elle est vraie. Penses-tu qu'Oda serait prêt à aller jusqu'à la mort d'un enfant géant? Avec l'arrivée de Gaban, tout semble se passer un petit peu trop bien. Est-ce qu'Oda prévoit un plot twist? Soyons clairs, pardon je mue, jamais Oda ne tuera un enfant géant ou quelconque, jamais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tension sur le choix qu'allait faire Yarul, puisque jamais la vie d'un enfant serait sacrifié. Pour ce qui est du plot twist en défaveur des protagonistes, je pense effectivement qu'il y en aura un, que les Chevaliers Divins réussiront bien à kidnapper quelqu'un d'Elbaf, un enfant ou même un Mugiwara, mais là ça serait trop beau pour être vrai. Je vais donc en profiter pour répondre en même temps à l'une des autres questions qui rejoint la tienne. Les Chevaliers Divins vont faire une retraite stratégique pour revenir avec en équipage Shamrock et d'autres Chevaliers Divins, permettant Mugiwara de maîtriser le Haki pendant ce temps. Je miserai pas non plus 1 million d'euros sur ce scénario, mais quand même une retraite temporaire est possible pour venir avec encore plus de Chevaliers Divins, créant ainsi une vraie guerre sur Elbaf. Là où c'est intéressant, c'est que le gouvernement ne semble pas du tout décidé à laisser les géants agir de leur propre chef, car eux-mêmes savent que la guerre finale penchera vers ceux qui auront ces géants de leur côté. Peut-on vraiment imaginer qu'après une défaite sur Elbaf, ils laissent tomber les géants alors que ces derniers pourraient les condamner dans la guerre à venir? En fait, pour le gouvernement mondial, c'est un petit peu tout ou rien cette histoire. Soit ils rallient les géants à leur cause et ils sont avantagés, soit les géants deviennent leur ennemi et ça signe leur fin. Il n'y a pas de demi-mesure ou de mission à moitié remplie. S'ils ne parviennent pas à kidnapper les enfants et à soudoyer les géants, ils ne seront pas censés se remettre d'une telle défaite. C'est pourquoi l'idée qu'ils reviennent plus puissants et mieux préparés n'est pas débile pour autant. De toute façon, l'arc d'Elbaf ne peut pas se terminer en 20 ou 30 chapitres, pas avec tout ce qu'il y a à faire, pas avec l'histoire dont est chargé ce pays. Et puis effectivement, il faut aussi que la théorie de l'ellipse d'entraînement se confirme. Le gros forceur. Quoi qu'il en soit, Elbaf semble bien trop important dans l'arc final pour que les Chevaliers Divins restent sur un échec. Et il faut pas non plus oublier les mots de Louis Ernotte, qui peuvent représenter un véritable fusil de Tchekhov. Ne restez pas longtemps sur cette île. Si la temporalité est d'autant mise en avant, c'est justement car les Mugiwara risquent de rester longtemps ici et d'affronter les Chevaliers Divins aux côtés des géants de
Loki et de légendes telles que Gaban. On arrive à la fin de cette petite review, j'ai plus l'habitude d'en faire des aussi courtes, merci à vous de l'avoir regardé, j'espère quand même qu'elle vous aura bien plu. Petit rappel, mais ce soir, stream sur Twitch, la semaine prochaine, peut-être réponse à vos questions, alors allez-y et spammez comme pour la dernière review, et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo au passage pour le soutien. Merci à tous encore une fois, merci du soutien et d'écouter à chaque fois tout ce que je dis, là, tout ce que je baragouine, merci pour tout. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches, peace les bros.